Nous voilà donc pour la troisième partie de cette vidéo, la parole au bébé. Donc on va répondre cette fois-ci à la question la parole au bébé pour quel cas? À quel moment est-ce que je me dis tiens, je devrais peut-être prendre rendez-vous pour une consultation? Alors déjà on va partir du fait que le bébé, comme tout être humain, a besoin de communiquer, a besoin de dialoguer. C'est un besoin inhérent à notre espèce, c'est la communication et l'interaction. Bien sûr, quand ça va pas, on a besoin de communiquer pour s'alléger un peu, pour partager, mais aussi quand ça va. Vous, au quotidien, c'est pas juste quand ça va pas que vous parlez. Pour les bébés, c'est la même chose. En fait, comme le bébé il débute sa vie, il a vraiment besoin d'une sécurité maximum. Donc, il existe plein de choses aujourd'hui dont on fait un peu l'apologie, qui sont vraiment chouettes pour apporter de la sécurité à nos enfants. Ça peut être par exemple le portage, tout ce qui est vraiment proximité, maternage, cododo, les tétés à la demande, les massages, toutes ces choses qui peuvent apporter vraiment une sécurité et un lien, une interaction avec les parents sont très bons. On le verra tout à l'heure à travers certains exemples. Attention quand même, c'est quand ils sont bien menés. Parfois quand ils sont utilisés, je dirais, à outrance et qui servent plus à camoufler quelque chose, même si c'est inconsciemment, quelque chose qui nous dérange, un pleur qui devient trop difficile à accompagner et hop, tout de suite je porte ou hop, tout de suite je donne un tété, c'est pas utilisé à bon escient. On le verra tout à l'heure peut-être à travers certains exemples. Mais en tout cas, ce sont des choses qui, quand elles sont bien utilisées, sont là pour apporter la sécurité à notre bébé, tout comme la communication. Ce sont des choses de base qui peuvent servir vraiment à apporter de belles choses pour nos enfants et pas, comme peuvent le dire parfois les parents ou les grands-parents, tu vas en faire un être complètement dépendant, il va pas réussir à se débrouiller tout seul, gna 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 gna, il dormira jamais tout seul si tu le fais dormir avec toi. Bon, ça c'est leur école, on peut pas leur en vouloir, mais nous on sait que ça peut être bon pour eux, si on l'utilise à bon escient. Alors utilisons-le. Donc la communication est importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une parole au bébé toutes les semaines, pas du tout. Il y a d'autres approches, et c'est de ces approches-là que je voulais parler. Alors je ne vais pas en parler en détail parce que déjà je ne les connais pas toutes et c'est pas le but de cette vidéo, mais il peut y avoir au quotidien ce qu'on appelle la communication connectée. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les sites internet pour connaître ce que c'est si vous ne connaissez pas encore. C'est un peu l'équivalent de la parole au bébé, mais pour le quotidien, pour pouvoir un peu accompagner votre bébé, un peu dans des pleurs que vous ne comprenez pas, mais juste dans l'instant, sans aller en profondeur, juste pouvoir un peu soulager votre enfant en lui faisant voir qu'il est compris, qu'il est entendu. Il y a aussi, donc je disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, tout ce qui est aptonomie, et on peut le faire même en après-accouchement, hein, l'aptonomie, tout ce qui est massage, tout ce qui va porter un genre de lien, une communication vraiment au quotidien, qui va permettre cette interaction maman-papa avec bébé, et donc porter cette sécurité très importante pour la base de la vie. La parole au bébé, elle est plus réservée, je dirais, pour des cas un petit peu plus spéciaux, pour des symptômes. C'est pas pour du tous les jours, c'est pour aller plus en profondeur, pour accompagner des mots, ou on va voir d'ailleurs quel genre de mots, quel genre de comportements, qui sont récurrents et qui sont là depuis un moment, qu'on n'arrive vraiment pas à accompagner, qu'on ne comprend pas. C'est quand il y a quelque chose, je dirais, de pas normal. Alors je mets mes guillemets. Je voudrais revenir sur la définition de normal, parce que je pense qu'on n'a pas tous la même définition de ce mot-là. C'est important pour moi, parce que si par exemple je dis bah tiens, ton bébé il pourrait peut-être faire une parole au bébé, j'en sais rien, à une copine dont le bébé a des coliques. Il me dit bah pourquoi? Et je dis bah il a des coliques. Bah, mais c'est normal, c'est un bébé, il a des coliques. C'est comme si je disais il a mal aux dents, bah c'est normal, c'est un bébé quoi. C'est là que je dis attention. Si c'était normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bébé qui lui n'a jamais de coliques, il n'est pas normal. Pour moi, il faut vraiment faire la différence entre qu'est-ce qui est normal, c'est-à-dire applicable à tous les bébés, comme s'il y avait une définition dans le dictionnaire de ce qu'est un bébé, hein, et qu'est-ce qui est récurrent, qui arrive souvent, qui est répandu comme symptôme, parce qu'en effet, des coliques, c'est très répandu. On a beaucoup de bébés qui souffrent de coliques, ou en tout cas, de pleurs qu'on dit « Ah, ça, les coliques, ça. » C'est plus facile, c'est fourre-tout, on sait qu'il y a une raison, c'est les coliques, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, attention au mot normal. Pour moi, un bébé, par exemple, qui a une semaine, et un bébé qui a un mois, n'ont pas la même taille. C'est-à-dire, je vais mesurer mon bébé, et entre une semaine et un mois, il va avoir pris des centimètres. Et ça, c'est normal. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas pris de centimètres, on se serait dit, ouh, il y a peut-être quelque chose qui coince, on va bien surveiller, on va voir ce qui se passe et tout ça. Donc ce qui est vraiment normal, c'est ce qui est applicable pour tous les bébés.
Donc si votre bébé il a quelque chose et que vous vous dites est-ce que ça c'est vraiment normal? Est-ce que c'est un truc de bébé? Non, c'est un truc qui est répandu, mais donc attention, parce que tous les bébés ne souffrent pas avec les dents, tous les bébés ne souffrent pas de colique, donc peut-être que derrière ce symptôme-là, mon bébé à moi, il a quelque chose à dire en effet. Dès que quelque chose de pas normal attire votre attention de parent, il peut y avoir, et c'est pour moi il y a un message derrière, il y a une émotion qui n'est pas comprise, qui n'est pas accompagnée comme le bébé en aurait besoin. Ça peut être par exemple, c'est un cas qui est très souvent revenu, les otites à répétition. Si vous avez une otite et que l'antibiothérapie fait son effet et que derrière tout va bien, il n'y a pas de nouvelle otite. Bon, on peut se dire il y avait peut-être un message à passer, mais c'était peut-être pas dans l'urgence et peut-être que ça va se transmettre après sous d'autres formes de symptômes qui attireront peut-être davantage votre attention pour aller voir qu'est-ce qui se passe là derrière. Mais si votre bébé il fait 15 otites, là, que vous essayez plein de médicaments différents, tellement au bout d'un moment les molécules sont plus actives, vous ça vous attire pas votre attention, vous dites pas tiens, il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ça. Parce que il y a plein de gens qui se disent simplement bah en fait mon bébé il a pas de chance, c'est tout. Bah, le bébé à côté il a jamais fait d'otite, mon bébé il en a fait plein, bah il a pas de chance, ils sont pas égaux devant la santé, ça peut être des choses comme ça. Il y a peut-être pas le même patrimoine, en effet, il y a peut-être des choses physiques qui font que voilà, il va faire plus d'otite qu'à côté, mais alors pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière à comprendre? Ben si. Et en parole au bébé, ce qui est très important, enfin moi ce que je trouve génial, c'est qu'en fait il n'y a plus de victimes. C'est pas ah bah moi j'ai pas de chance, hein, j'ai donné les antibiotiques, ça marche pas, il en refait une derrière, j'ai pas de chance, c'est comme ça, il faut bien s'y faire, hein, c'est les choses de la vie. Il y a vraiment en parole au bébé des gens qui peuvent être responsables, qui peuvent devenir les pilotes, les acteurs de leur vie et plus juste les passagers qui attendent que quelqu'un fasse à leur place. Alors moi je trouve ça génial, je vous avouerai qu'il y a beaucoup de gens que ça effraie. Parce que du coup d'un coup on devient responsable de tout ce qui se passe. À nous d'aller faire le cheminement, comprendre ce qu'il y a derrière et de pouvoir l'accompagner. Ou de se dire c'est trop difficile et je peux pas, je préfère aller chez le médecin, juste il va faire taire son symptôme, là donner un petit coup de gomme ou débrancher le truc qui va faire que le voyant sera plus visible. Et ce sera plus facile pour moi. Ces gens-là, moi je les juge pas. C'est un moment de leur vie où c'est peut-être difficile et c'est pas possible pour eux pour le moment d'aller accompagner autre chose. Mais je pense que si vous, là, vous voyez cette vidéo, c'est pas pour rien. À partir du moment où on a l'information, on se dit ok, jusqu'à présent je ne savais pas ou je ne pouvais pas, mais là il y a quelqu'un qui vient me le dire, il y a quelqu'un qui vient me le transmettre, quelqu'un pour qui c'est vraiment une vérité, elle en fait même son métier, donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière à aller visiter. Donc à partir de maintenant, vous êtes conscient de quelque chose d'autre, donc à vous, si vous en avez envie, de devenir responsable de la vie de votre bébé, mais de la vôtre aussi. Hein. Alors, quels sont les symptômes qui sont, je dirais, les plus courants dans les consultations de parole au bébé? Alors moi, ce que j'ai souvent, c'est les otites, en effet. Les otites, tout ce qui touche au sommeil, alors ça peut être les bébés qui n'arrivent pas à dormir, hein, plus d'une demi-heure, on les pose, ils se remettent à pleurer, ou les bébés qui dorment trop. Il y a des bébés qui dorment aussi toutes les après-midi et on se dit c'est pas possible, bon bah c'est bien, ou alors ceux qu'on couche à 6h le soir et qui se réveillent à 8h le lendemain matin. Alors attention, le sommeil des bébés, c'est quand même quelque chose de particulier. Quand on dit tiens, moi je vais aller en parole au bébé parce que mon bébé il a 2 mois, il fait pas ses nuits, ça dépend ce que ça veut dire, il fait pas ses nuits. S'il pleure de façon très étrange et très en alerte et en détresse, ok, il y a une raison d'aller voir. Si c'est juste qu'il se réveille plusieurs fois la nuit pour boire, on sait tous que c'est normal. Donc tout ce qui tourne autour du sommeil, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, ça peut être le bébé qui veut pas manger, qui arrive pas à téter, alors que maman elle a tout ce qu'il faut, elle a le lait qui est bien, elle est prête et tout, mais bébé il n'arrive pas à téter, il s'accroche pas, ou il s'endort tout de suite. Tout ce qui est intolérance ou allergie alimentaire, tout ce qui est bah moi je mange pas, je préfère tout jeter, tout donner au chien, ou alors moi je mange trop, dès que je vois un truc qui traîne, papa il a laissé le paquet de chips, et bah je bouffe tout le paquet de chips. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, tout ce qui tourne aussi autour des pleurs, là aussi attention, un bébé se sert des pleurs pour s'exprimer, donc c'est pas ah mon bébé pleure, je vais venir en parole au bébé, c'est mon bébé pleure et il y a des fois où j'arrive pas à l'accompagner. C'est trop dur, comme l'exemple du papa dans les vidéos précédentes. Celui qui le pleure qu'on ne peut pas accompagner, qu'on a envie de faire taire tout de suite, qu'on va aller mettre la tutute dans la bouche parce que ça fait trop mal au cœur, quoi. Ou le bébé qui pleure très souvent, qui pleure toute la journée, qui pleure dès qu'on le laisse, qui pleure dès qu'on le pose. Ah, voilà, tout ce qui attire un peu l'attention. Tout ce qui tourne autour aussi du poids. Bébé qui prend pas de poids.
le bébé qui prend trop de poids. Alors attention, parce que les lignes de courbe de poids, ça veut tout et rien dire, hein. Selon si c'est un enfant qui est nourri au sein ou avec du lait commercial, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes courbes. Mais si ça attire votre attention, si vous dites, tiens, mon petit, là, ça fait quand même un moment qu'il prend pas de poids, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Alors des fois, il y a juste rien derrière. Parce que le bébé, il peut faire des étapes où il va pas prendre de poids, et puis pouf, d'un coup, il va prendre son poids. Il faut que ça attire votre attention. Il faut que ça vienne quand même vous dire, ah, je sens qu'il y a quelque chose. Parce que de toute façon, vous, en tant que parent, vous êtes les meilleurs éléments pour savoir s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou pas. Vous avez une ligne téléphonique, invisible évidemment, de cœur à cœur avec votre petit, qui vous permet de savoir, là je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si jamais vous disiez juste ça parce que vous êtes quelqu'un qui flippait tout le temps et tout ça, eh ben en séance on le verrait. Et on verrait que c'est peut-être vous qui avez besoin d'aller guérir une part de vous. Donc c'est toujours gagnant. Tout ce qui est soucis de santé, donc les maux divers et variés, comme on a vu, les coliques, les maux de dents, tout ça. Tout ce qui est eczéma, les eczémas, il y en a beaucoup chez les bébés et il y a beaucoup de choses à dire avec les problèmes de peau, toutes ces choses-là. Ça peut aussi être tout ce qui est de l'ordre comportemental, comme les petits là qui se tapent la tête, par exemple, dès qu'on leur dit non, dès qu'on leur enlève un jouet, et qui vont aller se cogner la tête par terre ou contre les murs, qui vont se mettre dans des colères pas possibles, enfin ce qu'on nous on interprète comme des colères, et qui ne seront pas forcément d'ailleurs des colères, qu'on pourra mettre en mots. Tout ce qui est les enfants qui crient, qui n'arrivent pas à parler, mais qui hurlent, qui font des crises, tous ces comportements-là aussi peuvent être des points de départ pour une séance de parole au bébé. Tout ce qui va attirer en fait votre attention de parent comme quelque chose qui est peut-être pas normal. Alors je mets toujours mon normal avec les guillemets parce qu'on n'est pas là pour faire un bébé normal tout plat et qui rentre dans la norme. C'est vraiment juste un mot pour qu'on se comprenne en fait. Alors il y a aussi tous les symptômes des bébés in utero, comme on l'a vu tout à l'heure. Là ça passe par deux genres de symptômes différents. Ça peut être ceux liés au bébé lui-même, donc quand le bébé est encore dans le ventre, tout ce qui est les retards présumés en tout cas, parce que des fois il n'y a pas de retard, c'est juste que la date de terme était erronée, mais tout ce qui est retard, le bébé qui ne veut pas déclencher son accouchement, on peut aller voir ce qui se passe pour lui. Tout ce qui est malformation aussi, vous avez la première échographie, on vous dit attention, il y a une malformation ici ou là. Tout ce qui est placenta, les placentas prévia, tous les placentas qui ne sont pas forcément bien placés, tout ce qui est lié au liquide amniotique, un peu trop, pas assez, le bébé qui ne se retourne pas alors que ce serait l'heure où il se retourne normalement si on voulait avoir un accouchement pas par le siège, tous ces problèmes de jumeaux, évidemment, on l'a vu, ça a un gros impact pour les bébés, jumeaux que l'on peut connaître parce qu'on peut avoir fait une échographie qui nous permettait de voir qu'il y avait des jumeaux et il n'y en a plus qu'un. Ça peut aussi être dans les cas des FIV parce que dans les cas des fécondations in vitro, il y a souvent plusieurs embryons. Parfois, il y en a plusieurs qui arrivent à naître, ça nous fait des jumeaux ou des triplés. Et parfois, non, il n'y en a qu'un qui arrive et pourtant, il y en avait 4 ou 5 à la base. Donc ça peut être aussi des raisons. Et ça peut être aussi... il y a aussi tous les enfants qui naissent de façon prématurée. Bon, là, ils sont plus dans le ventre quand on fait la communication, mais du coup on peut savoir pourquoi ils se sont mis en naissance prématurément, ou avant qu'ils naissent, quand il y a trop de contractions alors que c'est pas du tout le moment, peut-être on peut aller lui donner la parole pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est si pressé de sortir. Et donc ça peut aussi passer par tous les symptômes de la femme enceinte. Pour rappel, ces symptômes peuvent parler de la femme elle-même, donc de quelque chose qui parle d'elle, de son propre enfant intérieur, d'une souffrance qui lui appartient, ou de quelque chose qui appartient à son bébé, ou aux deux. Donc tout ce qui est pas normal, là encore avec mes guillemets, mais pas normal, c'est-à-dire qui est récurrent peut-être, mais qui n'est pas applicable à toutes les femmes enceintes, c'est-à-dire les nausées par exemple. Ah oui, mais c'est normal, j'ai des nausées, je suis enceinte. Oui, mais alors pourquoi est-ce que la voisine, elle a été enceinte, elle n'a jamais eu de nausées? Elle n'est pas normale? Bah si, elle est normale aussi. Donc c'est récurrent chez une femme enceinte, mais il y a un message derrière, qu'il soit pour vous, pour votre bébé ou pour vous deux. Donc ça peut être les nausées, ça peut être les hypertensions ou les hypotensions, le diabète gestationnel, les déprimes, les fatigues, les angoisses, les œdèmes, tout ce qui attire votre attention et qui fait partie de quelque chose que vous n'aviez pas avant et que vous avez maintenant que vous vous retrouvez enceinte. Donc en séance, on va mettre tous ces mots-là, M-A-U-X, en mots, M-O-T-S. Il faut savoir que ça donnera lieu la plupart du temps, pas à chaque fois, mais la plupart du temps à une libération émotionnelle pendant la séance. Au moment là où on va vraiment se rapprocher de l'émotion et de la croyance avec des phrases de plus en plus précises, il se peut que, par exemple, les pleurs redoutés, notamment les pleurs du petit bébé là, que le papa redoutait la nuit, ces pleurs-là qu'on n'arrive pas à accompagner, qui nous font vraiment quelque chose à l'intérieur, qui nous font mal,
bah, c'est ces pleurs-là qui vont arriver à ce moment-là. Ça peut être des pleurs, ça peut être des cris, ça peut être plein d'autres choses, hein. En tout cas, souvent le bébé, ou l'adulte, hein, si c'est un adulte, va avoir besoin d'exprimer à ce moment-là. Et ça, c'est très important parce que c'est une partie, je dirais, énorme de la guérison. C'est que le bébé va pouvoir enfin faire sortir tout ce qui était cristallisé, là, toute cette émotion. Il va enfin se sentir compris et il va pouvoir lâcher tout ça. C'est pour ça que je demande à ce moment-là, avant de rentrer en séance, je dis toujours, il se peut que à un certain moment, plus on va se rapprocher là des mots qui sont justes pour votre petit, que le petit s'exprime. Il peut crier, il peut pleurer. Et c'est important, s'il vous plaît, de ne pas mettre le doudou ou la tutu pour faire taire les pleurs à ce moment-là. Et je me rappelle d'une maman qui m'avait dit, ah oui, mais de toute façon, pas de problème, nous on n'a pas de tutu, hein, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, c'était une dame qui venait parce que son bébé pleurait souvent et que elle pratiquait la tétée à la demande et que en fait, elle se disait il y a quelque chose qui va pas parce que j'ai l'impression que je dois toujours lui donner à téter en fait. Et donc elle s'est servie, comme je vous le disais dans une des autres vidéos, d'une approche qui à la base est bienveillante et vraiment bonne pour apporter la sécurité du petit. Elle s'en est servie à outrance. Vous allez le voir dans cet exemple-là. En fait, au moment où elle est rentrée dans le cabinet, je lui ai dit, comme vous faites la tétée à la demande, ce qui serait bien, c'est que vous lui donniez à manger maintenant s'il veut bien, s'il en a besoin, peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais comme ça on serait sûr qu'il a bien mangé, et si jamais il exprime des pleurs plus tard au moment opportun, que je venais d'expliquer, vous ne serez pas obligé de lui donner le sein. Parce que du coup, on va pas savoir à quel moment il piaille pour demander à manger et à quel moment il piaille parce qu'il a quelque chose à faire sortir. Elle était ok sur le coup, elle m'a dit oh, ok d'accord, elle lui a donné à manger, en plus il venait de manger juste avant de prendre la voiture et tout, donc c'était super. Et pourtant une demi-heure je dirais maximum après, au moment où on arrive dans le vif du sujet sur quelque chose qui est très douloureux pour le petit, qu'on arrive à mettre les choses en mots, maman elle n'est pas capable de supporter les pleurs. À ce moment-là c'est le soutien-gorge s'ouvre et je mets le sein dans la bouche. Moi, je la regarde et je lui dis, ce serait super si vous pouviez ne pas lui donner, comme on l'a dit au début de la séance. Et elle me dit, non, 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 mais là, c'est pas qu'il pleure pour autre chose, c'est qu'il a faim, là, je vois bien, il me demande, il a faim. Et je lui dis, mais écoutez, vous savez bien qu'il a mangé tout à l'heure, donc même si jamais c'est parce qu'il avait faim, essayez de jouer le jeu, et puis il mangera dans une demi-heure, c'est pas grave, quoi, il va pas mourir de faim. Ah non, non, mais moi je sais bien, là, et c'est pas possible autrement, là, il me demande parce qu'il a faim. Et je voyais bien que c'était pas très raisonné, mais je pouvais pas forcer maman non plus, elle était dans une blessure, ça se voyait bien. Et son mari insistait, il disait mais si, s'il te plaît, on a dit tout à l'heure qu'on faisait comme ça. Oui mais non, 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 elle voulait rien entendre parler, ils étaient prêts à partir d'ailleurs, on a fini la séance là-dessus, mais le petit était très agité, il essayait de pleurer, et pour la première fois, comme elle le disait, il repoussait son sein. Parce que jusqu'à présent, c'était un petit qui, du coup, dès qu'il essayait d'exprimer quelque chose et que sa maman lui mettait le sein en bouche, il buvait et du coup il rentrait dans ce que peut-être vous connaissez, ce qui s'appelle le coma lacté, c'est-à-dire que vraiment, waouh, toutes les endorphines lui faisaient un shoot fantastique et du coup il s'endormait là-dessus sur le sein. Et donc quand il se réveillait, il passait à autre chose, tout ça. Sauf que là, cette fois-ci, il repoussait. C'est comme s'il se disait, attends, tu m'as amené jusqu'ici pour qu'on me traduise et tu me laisses pas exprimer mon truc jusqu'au bout. Je veux pas de ton sein, je veux pas de ton sein, je veux parler, je veux dire quelque chose. Et la maman, elle l'a bien vu ça. Elle avait du mal parce qu'il y avait vraiment quelque chose de très souffrant en elle, mais elle l'a vu. Et elle s'est dit, là au moment où elle remettait ses chaussures, elle s'est dit, attendez, en fait je veux bien qu'on essaye d'accompagner ce pleur-là. Je vois bien qu'il y a quelque chose, c'est ce pleur-là pour lequel je viens, donc ok, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Du coup, maman, elle s'est assise à côté de moi. C'est sur elle que j'ai fait le test musculaire pour re-rentrer dans la séance. Et c'est papa qui s'occupait de l'accompagnement du petit. Le petit s'est mis à pleurer au fur et à mesure qu'on a bien revalidé les phrases de l'émotion qu'il essayait de traduire et de la croyance qui était derrière. Maman aussi s'est mise à pleurer, elle était dans tous ses états. Je lui ai demandé à elle, en même temps qu'on accompagnait son petit, je lui ai dit, essayez de voir ce qui se passe là en vous. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une tristesse, une peur? Qu'est-ce qui se passe? Et après coup, je vais vous dire ce qu'elle nous a dit. Donc on a accompagné le petit qui a pu pleurer, mais qui a pleuré pendant... je sais pas, peut-être pas 10 minutes quand même, mais qui a pleuré très longtemps, et vraiment des vrais pleurs là, avec des gros sanglots qui font du bien, qui sont réparateurs, parce que ce pleur-là, il est vraiment, waouh, guérisseur. Le papa a été ok, il a pu accompagner son petit, et en plus il s'est rappelé de ce qui venait d'être dit, donc il savait qu'est-ce qu'il était en train d'accompagner, il a été super, il a accompagné son petit en lui disant ouais je comprends, et tout ça, vas-y mon grand, je suis là pour toi, ça va aller, et tout ça. C'était vraiment beau, bon maman était pas très à l'aise, mais finalement elle est contente de l'avoir fait après.
Et le petit s'est endormi avec un visage d'une sérénité. Et c'est là qu'elle m'a dit, je l'ai jamais vu aussi serein. Bon, elle n'était pas sereine encore à ce moment-là. Mais du coup, elle a pu nous dire après, en fait, je comprends là ce qui se joue pour moi, c'est que je peux pas l'entendre pleurer. Pour moi, ça veut dire qu'il va mourir de faim. Et elle pouvait pas raisonner. Je lui ai dit, et pourtant, vous venez de lui donner avant. En plus, il est ok dans sa courbe de poids, il mange bien, il grandit bien, il est en forme. Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là? Elle dit, je ne sais pas. C'est irraisonné. Je, il va avoir faim. Il a faim. Et c'est que plus tard, quand elle est venue pour elle faire 2 ou 3 séances, qu'on a pu mettre en mots que elle avait eu cette souffrance-là étant petite. Donc vous voyez, l'effet miroir, c'est pas forcément il a faim et quand il a faim, ça me rappelle à moi quand j'ai faim. C'est juste un pleur. En fait, elle avait associé ce truc, c'est que elle, quand elle a été petite, on lui a demandé quelque part d'être alignée à 4 repas par jour pour faire comme les grands, alors que quand on est tout petit, qu'on vient de passer 9 mois où la nourriture est automatique, et qu'au bout de même pas 2 mois, on nous demande d'être calé à 4 repas par jour et pas plus, c'était pas la même époque et elle, on l'a pas accompagnée consciemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est portée vers cette approche comme un appel du cœur. Elle dit la tétée à la demande. Elle dit j'ai lu plein de trucs, hein. La bienveillance, le portage, tout ça, ça me parlait, mais ouah, la tétée à la demande, j'ai dit ça c'est génial comme approche. Et elle s'est dit voilà, je vais pratiquer ça et mon bébé il mourra jamais de faim. Ça elle se l'est jamais dit consciemment, ça se jouait en arrière-plan. Si elle avait, avant d'avoir eu son bébé, guéri cette partie-là d'elle, peut-être qu'elle serait jamais allée vers des lectures de tétée à la demande et ce genre de choses. Mais là c'est ce qui faisait écho en elle. C'est pour aussi vous attirer votre attention sur le fait que toutes ces super approches qui sont à la base vraiment sécuritaires pour nos enfants et qui sont faites pour leur mieux-être et pour vraiment leur accompagnement dans la vie, parfois, quand elles sont utilisées à outrance, elles sont nocives quelque part. Là, sa maman, elle s'est rendue compte de ça et le bébé, il avait 3 mois, un peu plus, je sais plus quel âge il avait. Donc, tant mieux. Mais si elle avait fait ça toute sa vie et qu'après, même jusqu'à ses 10 ans ou ses 15 ans, elle l'avait accompagné de la même façon, pas en lui mettant le sein dans la bouche évidemment, mais en faisant taire cette émotion qui était dure pour elle, en fait, son enfant, il n'aurait pas pu exprimer ce qu'il avait exprimé. C'est vital en fait pour un petit, mais pour tout le monde, d'exprimer, de sentir l'émotion déjà et de l'exprimer et en plus d'être accueilli dans cette émotion-là. Donc là, elle a fait un super travail, cette maman. Elle a fait un truc génial. Et elle était contente parce que c'était pas gagné pour elle. Au début, c'était très très difficile. Donc il y a un rôle des parents dans cette parole au bébé. Vraiment donc d'accompagner pendant la séance. Là, le papa, il l'a fait super bien. Maman ne l'a pas fait vraiment parce qu'elle ne pouvait pas, mais elle l'a fait à sa façon, en le laissant pleurer. C'est son accompagnement aussi. Donc, accompagner pendant la séance tout ce qui se joue, c'est pas parce que c'est moi la professionnelle que c'est moi qui accompagne. Moi, j'accompagne pas. J'accompagne à mon niveau. Je suis aussi dans l'empathie avec le petit, avec les parents. Mais c'est vous surtout qui comptez là-dedans, vous les parents. Donc, on accompagne durant la séance et on accompagne aussi à la maison. Parce que ces pleurs-là, notamment ceux du petit qui avait lui quelque chose à dire, qu'on a pu traduire aussi, qui était indépendant de ce que la maman, elle, traversait, ces pleurs-là, ils sont sortis une fois pendant la séance, mais ils sont ressortis après. Des fois, ils sortent une fois ou deux seulement, des fois, ils ressortent pendant 15 jours, des fois pendant 3 mois. Chaque bébé a besoin de son temps à lui, et qui n'est pas le même à chaque fois, pour vider son sac. Donc à la maison, il faut garder en tête tout ce qui s'est dit pendant la séance. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je vous demande de noter ou d'enregistrer la séance parce qu'elle peut être très riche. C'est du coup de se dire, ok, à la maison, quand je ne vais plus être avec le professionnel qui m'accompagne, comment je vais faire? Donc vraiment, il faut que vous soyez sûr que vous repartez avec des choses qui vont vous permettre d'accompagner votre petit. Donc ok, j'accompagne pendant la séance, j'accompagne à la maison et aussi j'agis. Parce que la plupart du temps aussi, le bébé va nous donner des suggestions de choses à faire dans l'action pour l'aider. C'est très important parce que je donne cet exemple-là de la purée de carottes, c'est-à-dire si on a traduit pendant la séance que le bébé, là, votre bébé, il pleure la nuit à minuit et demi, toutes les nuits, parce qu'en fait, il voudrait de la purée de carottes. Et vous avez pu enfin mettre ça en mots grâce à la consultation de parole au bébé. Eh bien, ça veut dire que la nuit d'après la consultation, quand il se met à pleurer à la même heure, vous allez le voir et vous l'accompagnez de façon empathique. Ok? Ouais, je sais. Là, vous êtes sur son diapason, donc il y a une différence déjà. Je sais que t'es triste là. Je sais que t'es triste et que c'est parce que t'as pas de purée de carottes. Ouais, je le sais. Donc il y a l'accompagnement conscient dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait un petit bout de chemin. Mais derrière ça, si vous lui donnez pas la purée de carottes, vous croyez que ça va faire quoi? Un tour de magie? Il faut aussi accompagner dans ce qu'on aura mis en mots. Donc l'accompagnement conscient, avec l'empathie, avec le cœur, pas seulement la tête, mais aussi l'action. Alors l'action, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce que ce sera l'action, parce que ça dépend de
tous les bébés. Il y a un cas, voilà, chaque bébé donne une action différente. Ça peut très bien être, j'ai besoin d'aller chez l'ostéopathe. Il y a une douleur, je pleure pour une tristesse, mais il y a aussi une douleur au crâne due à l'accouchement, voilà, et j'ai besoin de retourner voir l'ostéopathe. Ça peut être quelque chose comme ça peut être, j'ai besoin qu'on arrête dans mon alimentation de mettre du sucre. J'en sais rien, du sucre ajouté, du sucre raffiné. Il peut y avoir plein de choses dans les actions, et si vous vous dites, ok, bon, j'ai les informations, mon fils il préférerait qu'on l'accompagne parce qu'il se sent voilà, il se sent triste, parce qu'il croit qu'il doit sauver sa mère et il réussit pas à la sauver, donc ok, je suis conscient, donc quand il pleure je l'accompagne. Et puis derrière il m'a dit aussi qu'il préférait qu'on enlève le lait de vache de son alimentation, mais bon j'en fais rien parce que j'y peux rien, je sais pas comment faire, de toute façon le lait de vache c'est super important, donc je vais pas l'enlever, hein, voilà. Si derrière vous vous posez pas la question comment je peux faire pour mettre en œuvre ce qui s'est dit, il n'y aura pas de résultat à 100%, vous aurez fait une part du chemin, mais vraiment il faut prendre la consultation et la séance de tout ce qui s'est dit dans sa globalité. Et comme c'est souvent assez riche, n'hésitez pas à venir avec votre enregistreur ou même sur le téléphone, des fois on a dictaphone, ça, et enregistrez-la la séance, vraiment. Vous pourrez la réécouter, pas tous les jours non plus, mais si vous la réécoutez après et que vous prenez note de certaines choses importantes, ça pourra vous donner un fil conducteur pour les jours suivants à la maison. Donc voilà pour cette partie-là. Je pense qu'on va faire la dernière partie maintenant. Ça va éviter de faire une dernière vidéo qui sera peut-être pas très longue. La dernière partie, c'est pourquoi ça marche pas. C'est important pour moi de mettre encore des guillemets, je suis désolée, sur ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ça marche ou ça marche pas? C'est ça qui est important de savoir en fait. Parce que souvent quand les parents me disent on est venu là mais ça marche pas, j'ai envie de dire ah bon? Ça veut dire quoi ça marche pas pour vous? Parce que pour moi ça marche à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant la séance, ça se passe et ça a marché. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et c'est ça qui est important. Ce qui fait que ça marche pas, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. En général, quand ça marche pas, les parents ils disent que ça marche pas parce que le symptôme est toujours là, le symptôme pour lequel ils étaient là. Alors que ça peut être, oui, il a toujours des reflux, je venais parce qu'il avait des reflux, il en a toujours. Ou alors, oui, il fait toujours pas ses nuits. Alors, pourquoi le symptôme parfois disparaît et pourquoi des fois il est encore là? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, messieurs, dames, il faut plusieurs séances. Souvent, les parents qui m'ont dit ça marche pas, il y en a 3 auxquels je pense. C'est des parents qui sont venus une fois, qui étaient un peu contents de découvrir un autre truc, un peu sur le ton léger et tout ça. Et puis, oh tiens, Sabrina, je te rappelle, comme c'était prévu, ça n'a pas marché. Hein. C'était sympa de passer du temps avec toi, mais ça n'a pas marché. Moi, souvent, ça me fait un peu sourire, mais je voudrais expliquer pour les autres personnes, ou pour ces gens-là, qui peut-être vont se reconnaître et vont se dire « Ah oui, ok, il faudra peut-être que je prenne un autre rendez-vous. » Il faut plusieurs séances. Pourquoi? Parce que déjà, une séance, c'est brassant. C'est le temps de se mettre en route, le temps de faire le test de kinésiologie sur les 2 parents, parce que des fois, c'est l'un qui veut faire, mais l'autre veut aussi. Donc des fois, il faut mettre tout ça en route. Parce que tout simplement aussi, le petit, il a besoin de s'alléger. Par exemple, avant d'aller aux origines, vraiment, là, sur le gros du sujet, le gros dossier qui fait mal, il a besoin de s'alléger de certains poids pour être plus à même, plus en forme après, pour faire face, là, au gros dossier. Celui qui est peut-être à l'origine des pleurs ou des reflux ou de ce pourquoi vous venez. Et puis, il y a aussi 1 ou 2 séances parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un bébé et j'ai besoin de faire confiance. J'ai besoin de voir déjà faire confiance à la personne qui va m'accompagner professionnellement. Est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce qu'elle va vraiment traduire ce que j'ai à l'intérieur ou interpréter à sa façon et dire des trucs que c'est vraiment pas vrai? Auquel cas, je vois pas l'intérêt d'aller livrer quelque chose de souffrant en moi si derrière elle va pas l'écouter convenablement. Et ça peut être aussi, est-ce que mes parents vont faire leur chemin? Parce que si on met des choses en mots pendant la séance et que les parents ils font pas leur part du travail, là, comme l'histoire de la purée de carottes tout à l'heure, vous croyez que le bébé il a envie d'aller aborder un sujet encore plus douloureux pour lui s'il sait que derrière ses parents vont même pas faire leur part du chemin? Parce que c'est vraiment les parents qui font le chemin. Moi, je vais mettre ça en mots pour vous, je vais vous aider, je vais vous traduire les choses et essayer de vous aider à retrouver la confiance en vous, que vous êtes des bons parents et que vous avez ce lien-là que vous pouvez contacter, votre sagesse à vous aussi. Mais je ne ferai jamais le chemin à votre place. Ça, c'est sûr et certain. Et puis aussi, il faut plusieurs séances parce que lors de la première séance, on peut par exemple parler donc de l'émotion, des croyances qui sont à la base de cette émotion-là. Et ça va déjà être suffisant pour cette fois-là. Et ça peut déjà nous tenir 1 heure.
Mais alors après, lors d'une autre séance, on peut aller à l'origine, c'est-à-dire aller visiter un passé, aller voir à quel moment cette croyance-là que tu as mis en mots lors de notre première séance, à quel moment elle est venue et pourquoi, à quel fait elle est associée, qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Et là, on va encore enlever une couche là, une couche de l'oignon qui va faire que on va comprendre encore plus ce par quoi il passe. Et ça peut durer sur une séance, mais sur 5 aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de choses déjà définies à la base. Et peut-être en effet, comme l'exemple que j'ai donné dans la première vidéo, le bébé, au bout d'une séance de consultation, il a eu de la chance, ou moi j'ai eu de la chance, ou ses parents ont eu de la chance, il a fait ses nuits le soir même. Et peut-être d'autres vont avoir besoin de 3 ou de 4 pour que le symptôme s'amenuise. Et s'il s'amenuise, parce qu'on va voir tout à l'heure que ce n'est pas obligatoire. Le symptôme, parfois, il va disparaître quelques jours et puis il va revenir. Et donc là, on se dit, ouais, bon, bah, c'était un coup de peau, on croyait que c'était grâce à la séance de traduction, et en fait, bah non, ça revient, donc c'est que ça n'a pas marché, quoi. Non, non, non. En parole au bébé, nous, on appelle ça le baromètre. C'est-à-dire que le bébé s'est servi de ce symptôme-là pour vous dire, ça va pas, j'ai un message à passer. Et ça a marché puisque vous l'avez emmené là dans mon bureau pour se faire traduire et pour l'aider. Quelques jours après, il va se servir du même symptôme, puisqu'il vous a interpellé une première fois. Donc, il va certainement vous interpeller une seconde fois pour dire « Papa, maman, ça y est, c'est bon, on peut y retourner. Je suis prêt à aller lâcher une autre couche de ma souffrance. » Tout simplement. Donc, vous pensez peut-être que ça ne marche pas. Et finalement, c'est une invitation de votre bébé pour vous dire « Ça m'a bien aidé la première fois, ce serait bien si on y retournait. » Après, ça demande aussi d'être responsable. De faire une parole au bébé, ça te demande d'être responsable et comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas facile. Je me rappelle encore d'une dame qui est venue une fois et qui m'avait dit « Oui, bah Sabrina, je te renvoie le questionnaire » parce qu'à ce moment-là, je demandais un questionnaire à la fin de la séance pour moi faire mes comptes rendus pour ma certification. Et donc dedans, c'était qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et tout ça. Et donc elle me dit « Je te renvoie le questionnaire et puis je te tiens quand même au courant comme tu m'avais dit. » Ben, ça n'a pas marché, encore une fois. Et c'est une dame qui est venue juste une seule fois et qui portait son bébé. Elle le portait, elle avait fait du portage un peu son truc, comme la dame qu'on a vue tout à l'heure dans l'exemple de la tétée à la demande, c'était le portage. C'est-à-dire qu'elle savait qu'un bébé devait être porté, c'était une très jeune femme, et quand elle est tombée enceinte, tout le monde a dit « tu seras pas capable, tu es trop jeune ». Et elle voulait montrer à tout le monde qu'elle serait une bonne maman. Et du coup, elle s'était documentée à fond et s'est dit « c'est le portage. Le bébé, il a besoin d'être porté. C'est ça qui fait la différence ». Et du coup, elle portait son bébé, mais tout le temps. Et dès qu'elle essayait de le poser, il pleurait, mais tout le temps. Elle pouvait même pas prendre une douche, elle pouvait pas, et d'ailleurs elle s'était acheté une écharpe de portage de piscine, je me rappelle, pour pouvoir prendre la douche avec lui. Elle pouvait pas le poser, et si elle voulait faire une petite sieste de 5 minutes, c'était pas possible non plus. Elle trouvait du coup une situation, là, une position pour se mettre avec le bébé sur elle, parce qu'elle pouvait pas le lâcher, sinon il se mettait à pleurer. Et elle pouvait pas le laisser pleurer apparemment, hein. Donc elle aussi, elle se servait un peu du portage à outrance, ce qui était pas mieux, mais bon, ça arrive hein, parfois. Et en fait, elle m'a avoué, elle est revenue après, hein, c'est son mari qui a insisté, et du coup, au début, c'était très difficile pour elle, et elle m'a avoué après, elle est revenue me voir, et elle m'a dit, en fait, je crois qu'à la base, j'avais une mauvaise excuse, c'est que je me disais, bah non, mais je peux pas venir, hein, t'imagines, ça coûte quand même un peu cher et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle disait à son mari qu'elle voulait pas venir. En fait, c'est qu'il y avait quelque chose en elle derrière qui était qui était très douloureux et qui savait qu'elle allait devoir faire face à une émotion inconfortable. Et donc inconsciemment, elle se disait, bah non, je peux pas, ça va me coûter cher. Si je fais 2 ou 3 séances, c'est pas possible. Et elle était revenue en me disant, bah tu sais, j'en suis revenue de ça parce que ok, je voulais pas payer 3 séances, par contre, m'acheter 3 écharpes de portage différentes, de belles couleurs pour être assorties avec mes habits, ça, et c'était beaucoup plus cher d'acheter une écharpe que de faire une séance. Et elle est revenue sur ça parce qu'elle est allée guérir les parts d'elle-même et qu'elle a compris ce qui se passait. Mais tant qu'elle était dedans, elle pouvait pas. Elle disait non, 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 j'ai une bonne excuse, ça coûte trop cher, je viendrai pas, quoi, en fait. Et donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de miracle, en fait, si c'est pas possible pour le parent de s'investir, s'il ne peut pas lui-même prendre les choses en main, s'il ne veut pas être le pilote au lieu du passager, il n'y aura pas de miracle à ce niveau-là. En fait, en parole au bébé, on ne va pas faire à notre place. Nous, on est dans une culture où on a l'habitude que ce soit les gens qui fassent à notre place. Et c'est souvent confortable, même si on ne veut pas se l'avouer. Quand on va voir le médecin, c'est souvent ça. C'est très rare qu'un médecin nous mette en tant qu'acteur de notre vie et de notre santé. La plupart du temps, c'est je remets ma santé dans les mains du médecin. Ce qui fait que même maintenant, je vois en accompagnement, même quand on ne parle pas de bébé, que je parle d'un accompagnement global ou de soins énergétiques ou autre, les gens, ils ont l'impression que c'est moi qui va les soigner.
c'est moi. Encore une fois, ils ont besoin que quelqu'un les prenne par la main pour faire le chemin. Non, 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 vraiment, l'accompagnement qui est le plus puissant, c'est quand chacun reprend son pouvoir. Donc quand chacun des thérapeutes va comme donner des petites lanternes posées sur le chemin de chacun pour illuminer un petit peu la route et faire que, ah oui, on y voit un peu plus clair, on a d'autres indications. Mais le bon thérapeute, il va pas faire le chemin à votre place. Et en parole au bébé, c'est la même chose. Moi, je ferai jamais le chemin à votre place. Même si des fois je suis tentée parce que je me dis, regarde, les parents, ils n'ont pas l'air de toujours comprendre exactement ce que j'essaye de faire passer comme message. Peut-être que c'est à moi, du coup, de prendre en main le petit. Mais non, je reviens toujours à ma place et je me dis, non, non, non. Les parents, ils vont apprendre. C'est ça qui est important. C'est de ne pas rendre les parents dépendants, là. Moi, je le mets d'ailleurs dans les accords de rencontre que je vous envoie quand vous prenez un rendez-vous. C'est que moi, mon but, c'est pas de vous rendre dépendant de moi pour le bien-être de votre petit. C'est vraiment de vous rendre votre autonomie. Donc, en même temps qu'on traduit votre petit, moi, j'essaye de vous donner des clés pour que vous preniez conscience que vous avez les réponses en vous, que vous pouvez les avoir, que vous êtes de bons parents. Et ça, c'est important parce que vous avez donc un rôle énorme à jouer dans le pourquoi ça marche pas. Il y a aussi des fois pourquoi ça marche pas. Des fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple du monsieur qui avait perdu son jeune frère et ça faisait écho avec son fils qui avait perdu son jumeau, les parents sont trop dans le mental. C'est très dur pour eux de descendre dans leur cœur. Souvent, à notre époque, on est quand même très nombreux à être anesthésiés de nos émotions. Ou alors, si on n'est pas anesthésié, on a souvent des croyances aussi à propos de ces émotions. On dit bien, par exemple, on peut mourir de tristesse. Et bien, c'est pas juste une expression, c'est que des fois, il y en a certains qui ont cette croyance-là en arrière-plan, et du coup, ils vont pas se permettre d'exprimer la tristesse parce qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent en mourir. Donc, en fait, c'est très dur de descendre dans le monde des émotions pour ces personnes-là, donc ça va être très très difficile d'accompagner leur bébé à la maison. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à la maison, c'était pas juste les mots qui étaient importants, mais vraiment c'est d'y croire et c'est de descendre dans ce que ça provoque en nous d'émotions pour le distribuer en fait dans ce qu'on est et que le bébé puisse s'en nourrir. Donc si le parent a du mal à descendre dans son monde émotionnel, ça va être plus délicat d'accompagner son enfant. Parfois aussi, ça peut être juste l'équipe qui ne convient pas. Ça peut être voilà, le parent qui ne s'entend pas avec la traductrice ou le bébé qui ne s'entend pas avec la traductrice. Auquel cas, il serait juste bon de changer d'équipe, j'ai envie de dire, d'aller voir quelqu'un d'autre pour vous accompagner plutôt que de penser que l'approche est nulle ou que l'approche n'est pas faite pour vous ou que ça ne vous convient pas. Allez voir quelqu'un d'autre. Il y a aussi parfois, c'est pas le plus facile, mais parfois juste le fait qu'il faut accepter le symptôme. Il faut accepter que tout ne peut pas être sous contrôle, qu'on ne peut pas faire de nos enfants en gommant toutes les choses qui nous font mal pour eux. On ne peut pas en faire des lignes là, tout à fait normales. C'est que leurs symptômes, leurs souffrances ont un rôle aussi, ont un sens. En séance, on va essayer de trouver quel est ce sens pour vous aider aussi à accepter. Il faut commencer par accepter. Je ne dis pas ça forcément pour des symptômes qui seraient moins grave, je dirais. Je dis surtout ça pour les parents dont les bébés sont souffrants, peuvent avoir des maladies lourdes ou graves. C'est pas facile d'accepter le sens et le rôle du symptôme dans ce cas-là, mais ça peut aider beaucoup. Et je vois par exemple l'accompagnement d'un petit, d'un grand bébé, puisqu'il a 2 ans et demi maintenant, qui souffre de troubles du spectre autistique. Et évidemment, quand ses parents sont venus et ont pris rendez-vous pour des séances, il pensait bien que c'est pas une consultation ou 2 ou 3 qu'allait effacer l'autisme de ce jeune enfant. Alors par contre, il y a eu quelques améliorations au niveau du langage, ce genre de choses. Les séances aident cet enfant. C'est-à-dire que ça ne va pas faire disparaître son symptôme, et les parents le savaient. Mais par contre, ça l'aide, ça l'accompagne dans son défi de vie. En fait, les parents sont là, en fait, présents, en sachant très bien que ça ne va pas disparaître, mais qui vont prendre le maximum possible d'informations pour pouvoir l'accompagner au top, vraiment dans les besoins qui sont ceux de l'enfant. Et c'est comme si ça allait, en fait, ces séances-là, permettre au défi de vie là, de cet enfant, cet autisme qu'il vit lui au quotidien, d'être plus supportable. Parce que, ok, il a ça, mais à côté de ça, il peut se soulager de plein d'autres choses. Et il peut compter sur ses parents pour un accompagnement conscient, un accompagnement vraiment de ses besoins à lui. Et pas des attentes de ses parents qui seraient il faut surtout pas qu'il pleure, un bébé qui pleure, ça me fait trop peur, ça me fait trop mal. Non, non, parce que parfois, il y a des parents qui vont faire tout ce qu'ils pensent être bon pour leur bébé. Et j'en ai vu, hein. Moi, en ce moment, j'en vois beaucoup, c'est les parents qui font tout
genre bienveillance, sauf que la bienveillance, ils n'ont pas forcément tout compris du truc. La bienveillance, c'est pas de dire oui à tout et de... Ouais, c'est aussi de pouvoir être dans la justesse. Hein. Mais bon, ils font la bienveillance, ils font le portage en écharpe, en porte-bébé physiologique, tout ce qu'il y a de mieux. Ils vont faire la tétée à la demande, ils vont faire la communication non violente avec les plus grands, ils vont faire le portage, j'ai déjà dit, le cododo, tout. Ils vont se renseigner pour tout faire, ils vont se dire comme ça, je vais être le parent parfait. Et mine de rien, ça fonctionne pas là, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Bah mon bébé, pourtant, ça l'empêche pas de pleurer, d'avoir mal ici, d'être comme ça, je sais pas comment faire autrement. Bah oui, parce qu'en fait, ce petit-là, il a peut-être un besoin qui n'a pas été entendu. Et peut-être c'est un truc qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et papa et maman, ils ont donné plein de trucs, mais c'est pas ce dont le bébé a besoin. Donc la parole au bébé, ça permet aussi ça, et si on fait pas tout ce qu'on peut dans la justesse, je veux dire, pas dans le déséquilibre, parce que souvent les parents qui font tout ce qu'ils peuvent et quand ça fonctionne pas, c'est parce qu'en fait les parents ils ont une peur à la base, peut-être la peur d'être un parent imparfait parce que eux ils ont souffert ou autre chose. Mais si on fait pas juste tout ce qu'on peut pour être un bon parent, mais en étant, j'irais, ok avec soi-même, en harmonie intérieure, bah ça va pas marcher non plus. Voilà, il faut vraiment faire les choses de façon juste, avec qui on est, en essayant d'être le plus au courant de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je propose ça. Donc voilà, la parole au bébé peut aider en fait à accompagner les enfants et les bébés, mais il ne peut pas tout prévoir, c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez dire tiens moi je vais faire une parole au bébé tous les mois, ce qui fait comme ça que mon bébé il aura tout bien exprimé et je suis sûre qu'il va rien lui arriver. C'est pas possible. La parole au bébé, elle peut pas tout effacer, elle peut pas non plus empêcher toutes les souffrances, parce que ces croyances là qu'on se met en place à un moment donné, ces symptômes, toutes ces choses-là ont un sens. Pour faire quelque chose, c'est grâce à ça qu'on devient qui on est quelque part. Donc, en fait, c'est comme si le chemin, il était propre à chaque être. Et c'est ces expériences qui vont faire qui va devenir. Je prends mon propre exemple et je dis merci finalement maintenant avec le recul. Évidemment, quand j'étais dedans, c'était un peu moins facile. Mais merci à la vie en fait de m'avoir apporté toutes ces expériences et ces défis qui n'étaient pas faciles déjà dans le ventre de ma maman, mais aussi à la naissance et surtout dans les premières années de ma vie. Moi, je travaille sur moi en ce moment depuis quelques temps maintenant sur ces blessures-là, là, de l'enfance et de tout ce qu'est la vie intra-utérine. Et je dis, mais merci, bien sûr que c'était de ces souffrances à l'époque. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je suis moi là aujourd'hui. Ça fait que moi je me guéris et que ça me permet d'accompagner ces enfants. Et c'est la plus belle chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est la chose que je voudrais faire le plus au monde. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas eu ça? Je ferais autre chose. Mais ces expériences-là, elles me servent à ça. Et c'est pour ça que je viens ici, moi. C'est pour accompagner les petits. Donc, finalement, heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas une parole au bébé à outrance aussi qui aurait pu effacer toutes mes souffrances, toutes mes croyances et tout, parce que au final, je serais devenue un être tout neutre, tout banal, linéaire, et je sais pas ce que je ferais là en fait. Alors ouais, c'est pas toujours facile d'accepter qu'il y a un sens et qu'il y a un rôle aux souffrances. Mais ça fait partie du jeu. En parole au bébé, on perd jamais ça de vue. Et on ne pourra jamais éviter toutes les souffrances à nos enfants, même si c'est terriblement difficile pour nous de se le dire. On peut travailler sur nous, par contre, sur pourquoi ça me fait souffrir que mon enfant souffre. Bon, évidemment, il y a quelque chose de normal aussi là-dedans, mais on peut aller nettoyer des choses pour que ce soit plus facile pour nous hein, de les accompagner dans leur souffrance. Mais on peut leur offrir, par contre, le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir, c'est de les écouter. Donc déjà de leur donner un temps pour les écouter vraiment, de les entendre. Donc grâce à cette traduction, on peut savoir ce qui se joue pour eux et du coup les comprendre. Parce que eux, du coup, avec cette écoute-là, ils vont se sentir compris et en sécurité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et un bébé qui se sent en sécurité, c'est un bébé qui se sent aimé. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Alors le symptôme, évidemment, s'il disparaît, c'est confort pour le parent. Mais s'il est encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas marché, que la séance n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on leur a apporté, nous, tout ce qu'on pouvait de là où on est actuellement. Hein. On peut toujours faire mieux, mais au moment où on le vit, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux. Et du coup, nos bébés se sentent aimés, et je pense que voilà, c'est quand même la chose la plus importante. Juste une petite parenthèse, il y a une différence entre
aimer son enfant. Mon enfant est quelqu'un qui est aimé et mon enfant est quelqu'un qui se sent aimé. Parce qu'on peut être aimé. Moi, je l'ai vu dans ma formation et je l'ai vu en séance après de ma propre expérience. Il y a des bébés qui sont aimés vraiment de leurs parents. Et quand on demande « Est-ce que tu sens l'amour de tes parents ?» ils disent non. Le parent, ça peut lui faire bizarre au début. Mais en fait, il se dit « Qu'est-ce qui se passe? C'est pas de ma faute, moi, en tant que parent. » Non, non, non. C'est que le petit, là, il s'est mis un blindage, il s'est mis quelque chose qui fait qu'au final, il n'arrive même pas à sentir l'amour de son père ou de sa mère. Donc il y a une grosse différence. Vous pouvez très bien vous dire, bah oui, mon enfant, il se sent aimé, hein, je l'aime. Non, non, vous pouvez l'aimer et l'aimer d'une façon inconditionnelle et très forte. Il se peut que son chemin de vie, lui, l'ait amené à se couper de certaines choses et qu'il ne sente pas votre amour. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de se dire que si on les écoute, si on les entend et qu'ils se sentent compris, ils se sentiront en sécurité et aimés. Voilà, c'est terminé pour cet exposé sur ce que c'est la parole au bébé. Si ça vous tente d'essayer, je vais donc mettre un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'avoir accès à la carte Google qui répertorie, de ce que j'en connais pour l'instant, les personnes qui travaillent avec cette approche. Peut-être que par la suite, j'y mettrai aussi d'autres professionnels qui travaillent pour les bébés avec d'autres approches, mais pour le moment, ce ne sont que des professionnels qui pratiquent la parole au bébé. Alors il y a les professionnels qui l'ont ajouté à leur pratique, mais qui ne sont pas certifiés, qui ont suivi certains modules et qui s'en sont servis pour donner autre chose à leur pratique au quotidien. Et il y a ceux qui sont certifiés, qui ont suivi le début jusqu'à la fin de la formation et qui sont certifiés. Sur la carte, pour le moment, je ne crois pas avoir fait encore la différence parce que je n'ai pas encore les noms de tous ceux qui sont certifiés, de ceux qui le seront plus tard. Mais vous pouvez déjà vous servir de cette carte pour trouver un professionnel près de chez vous. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous-même et pour vos bébés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.